Vous avez déjà ressenti de la culpabilité à dire simplement non? Avez-vous déjà hésité à refuser quelque chose juste pour ne pas paraître égoïste? Peut-être vous êtes-vous tu dans des situations où votre volonté criait des limites, mais votre bouche s'est parée de silence. Tout cela pour conserver l'apparence d'une personne facile à vivre. La vérité, c'est que la plupart d'entre nous ont appris à plaire pour survivre, à dire oui comme un bouclier contre le conflit. Et ainsi, petit à petit, nous nous sommes abandonnés au nom de l'approbation des autres. Mais, et si je vous disais que chaque oui donné sans conscience est un non à vous-même? Que refuser lorsqu'on le fait avec clarté et sérénité peut être le plus grand geste d'amour-propre que vous ayez jamais pratiqué? Que le stoïcisme, cette philosophie millénaire, détient des clés précieuses pour vivre avec plus de fermeté, de paix et d'authenticité, même lorsque le monde attend de vous que vous soyez toujours disponible. Dans cette vidéo, vous découvrirez qu'il est possible de refuser sans blesser, de poser des limites avec légèreté, de dire non avec courage et de rester calme, même lorsque l'autre est contrarié. Plongeons ensemble dans l'art stoïque de dire non sans culpabilité. Un art qui commence lorsque vous décidez de ne plus vous abandonner. Commentez ci-dessous. Ma limite est ma paix. Si cette phrase vous touche, écrivez-la dans les commentaires maintenant et regardez la vidéo jusqu'au bout. Vous y trouverez la liberté qui naît de la vérité. Chaque oui sans conscience est un non à soi-même. Il existe une fatigue qui ne se ressent pas dans les muscles, mais qui pèse sur l'âme. Une fatigue subtile qu'on ne peut expliquer par le corps, mais par le cœur. Elle naît chaque fois que vous dites oui, alors que vous vouliez dire non. Et peut-être ne le remarquez-vous même pas. Car ces petits oui sont des trahisons silencieuses, déguisées en politesse, en bonne volonté ou en obligation. Ce sont des concessions faites dans l'espoir d'éviter un conflit, de maintenir une harmonie extérieure, alors qu'une guerre s'installe en vous. Marc Aurèle a écrit que ce qui nous blesse, ce ne sont pas les événements en eux-mêmes, mais le jugement que nous en faisons. Et peut-être est-ce cela. Chaque oui irréfléchi est un jugement mal porté sur nous-mêmes, une concession inconsciente à la peur de déplaire. Il faut du courage pour réaliser combien de fois nous nous abandonnons intérieurement. Combien de fois nous acceptons des invitations, des demandes, des réunions, des engagements. Non parce que nous le voulons, mais parce que nous ne savons pas refuser. Parce que le rejet des autres fait encore plus mal que le rejet de nous-mêmes. C'est comme si nous avions appris à échanger notre paix intérieure contre une acceptation sociale, et cela à un coût élevé. L'âme commence à crier en silence. L'anxiété grandit. L'esprit s'agite, le corps donne des signaux, et pourtant, nous continuons à dire oui, comme si nous appuyions sur un bouton automatique, sans réaliser à quel point cela nous vide. Imaginez une personne tenant 10 assiettes en même temps, essayant de tout équilibrer pour ne rien laisser tomber. Chaque assiette est un engagement accepté sans conscience. Au début, elle parvient à gérer, mais avec le temps, le poids augmente. L'attention se perd et la chute devient inévitable. C'est le risque de vivre en cherchant à plaire à tous. Vous oubliez que si vous tombez, personne ne sera là pour tenir les assiettes avec vous. Épictète, dans sa sagesse directe, disait que nous devons agir selon notre nature rationnelle et non sous l'influence des désirs ou des pressions des autres. Lorsque vous dites oui sans réfléchir, vous cessez d'être guidé par la raison et vous vous laissez commander par les attentes des autres. Dire oui quand on veut dire non est aussi une manière de manipuler sa propre liberté. Cette liberté, qui devrait être préservée comme une valeur stoïque, sacrée, inviolable, devient une monnaie d'échange dans des relations déséquilibrées. Vous troquez votre présence contre une acceptation, votre énergie contre un soulagement momentané. Mais au final, le bilan est toujours négatif. Il y a un vide que la validation extérieure ne comble pas. Parce qu'au fond, vous savez, ce oui
n'était pas le vôtre. Il était imposé, induit, conditionné. Et ce qui ne naît pas de la vérité blesse. Et, aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'excès de oui nous rend moins aimables, car l'accumulation de ressentiments s'infiltre dans les mots doux. La gentillesse prend un goût amer, la patience s'épuise. Ce qui commençait comme de la générosité devient une obligation. Et peu à peu, vous devenez quelqu'un qui est présent physiquement, mais absent émotionnellement. L'esprit se désorganise, les pensées se brouillent, le stress s'accumule. Et la sérénité, si précieuse dans la philosophie stoïque, se perd dans des tâches que vous n'avez jamais vraiment voulu assumer. Chrysippe, l'un des grands maîtres du stoïcisme ancien, dirait que c'est une inversion de la nature, lorsque l'âme cesse de gouverner et se laisse gouverner par les impulsions. Sénèque nous enseignait que la vie n'est pas courte, mais mal gérée. Et c'est ce qui arrive lorsque vous remplissez vos journées de choses qui ne vous nourrissent pas. Le temps s'échappe dans des obligations et il ne reste plus d'espace pour contempler ce qui compte vraiment. Les moments de repos deviennent des pauses entre des activités non désirées. L'esprit ne peut se reposer. Et ainsi, une fatigue existentielle s'installe. Une fatigue qu'un week-end libre ne guérit pas, mais qui demande le courage de reconstruire ses limites. Avec l'honnêteté de reconnaître que souvent, le oui donné à la hâte est une façon de repousser l'inconfort. Mais tôt ou tard, il revient. Derrière beaucoup de oui, il y a une difficulté encore plus profonde. La peur de l'abandon. Peur de ne pas être accepté, peur de paraître égoïste, peur de blesser. Mais ce que le stoïcisme moderne nous enseigne, c'est qu'on ne peut pas vivre avec sagesse si toutes nos décisions sont guidées par la peur. La peur ne peut pas être notre principal conseiller, car elle exagère, déforme, dramatise. Elle dit que si vous dites non, vous perdrez quelque chose. Mais elle ne montre pas que, en disant oui, vous vous perdez vous-même. La véritable force mentale réside dans la capacité à distinguer entre la générosité et l'auto-abandon déguisé. Dire non n'est pas être impoli, c'est être clair, c'est reconnaître ses limites et, plus encore, les respecter. C'est un acte de présence intérieure, un geste de respect de soi, un exercice de discipline mentale. Et lorsqu'il est fait avec conscience, le non peut même renforcer les liens, car il montre que vous êtes une personne cohérente, centrée, fiable. Quelqu'un qui ne dit pas oui par commodité, mais par vérité. Quelqu'un qui sait que chaque choix a un coût et qui préfère payer avec authenticité plutôt qu'avec un ressentiment accumulé. C'est pourquoi il est nécessaire de réapprendre à s'écouter, à ressentir ce léger inconfort qui surgit dans la poitrine lorsque vous êtes sur le point de dire oui par réflexe. À prendre du recul et à vous demander « Est-ce que je veux vraiment cela? Est-ce que cela me convient? Est-ce que cela m'éloigne de moi ?» C'est dans cet espace de réflexion que naît la maîtrise émotionnelle, la paix intérieure, la sagesse ancienne appliquée au quotidien moderne. Car contrairement à ce que beaucoup pensent, être stoïque n'est pas être indifférent. C'est être sélectif. C'est comprendre que toutes les invitations ne sont pas des cadeaux, que toutes les opportunités ne sont pas des croissances, que toutes les demandes ne méritent pas un acquiescement. Et peut-être, au final, le véritable succès réside-t-il là. Vivre avec clarté, intégrité, avec un sens ferme de direction intérieure. Dire oui lorsque le cœur est en paix, et dire non lorsque la conscience l'exige, sans culpabilité, sans peur, juste avec la fermeté sereine de celui qui a appris à se respecter. Car au fond, chaque oui conscient est un pas vers votre essence, et chaque non nécessaire est un bouclier contre l'épuisement de l'âme. Du Zagusur, rejeter sans blesser, la force douce de la limite claire. Il existe une différence subtile, mais profonde, entre rejeter quelqu'un et l'humilier, entre refuser une demande et écraser une attente. Le premier naît du respect, le second, de la hâte ou de la colère. Et c'est précisément là qu'entre en jeu
L'art de la limite claire, cette ligne invisible qui protège votre paix sans envahir celle des autres. La plupart des gens ne savent pas dire non sans se défendre, se justifier ou avoir honte. Et pourtant, il est possible de refuser sans blesser, de se positionner sans construire des murs. Épictète nous enseignait que ce qui nous blesse, ce ne sont pas les faits, mais notre jugement sur eux. Et peut-être que rejeter avec douceur, c'est cela, changer le ton du jugement. Ne pas transformer le non en attaque, mais en clarté. La fermeté sereine, si cultivée dans la philosophie stoïque, n'est ni passive ni rigide. Elle est comme le bambou, enraciné dans le sol, mais dansant avec le vent. Dire non avec empathie, c'est être ce bambou. Vous restez debout, mais avec douceur. Rejeter sans blesser est l'une des expressions les plus raffinées de la maîtrise émotionnelle. Et curieusement, c'est aussi l'une des plus mal comprises. Beaucoup pensent que la fermeté fait mal, que l'autorité est synonyme de froideur. Mais la vérité, c'est qu'une limite bien posée est un cadeau pour l'autre. Parce qu'elle définit l'espace, parce qu'elle montre jusqu'où va le respect, parce qu'elle enseigne silencieusement la valeur de la réciprocité. Sénèque disait que la véritable bonté est celle qui n'attend pas de récompense. Et la limite douce est une forme de bonté. Elle prévient les abus, sans avoir besoin de blesser. Dans un monde où tout est urgent, dire « pas maintenant » peut sembler impoli. Mais en réalité, celui qui refuse avec respect protège souvent non seulement lui-même, mais aussi l'autre. Imaginez un médecin épuisé qui accepte une consultation supplémentaire. Il n'est pas généreux, il est irresponsable. Sa négation, dans ce cas, serait un soin. C'est ainsi que nous devons apprendre à voir les limites, comme des barrières de protection, non d'exclusion. Lorsque vous dites non de manière claire et calme, vous offrez à l'autre la chance de se réorganiser, de chercher des alternatives, de mûrir. Et cela est plus puissant qu'un oui superficiel, car le oui peut plaire sur le moment, mais le non peut transformer à long terme. La force de la limite claire réside dans son absence de drame. Elle ne s'accompagne pas d'accusations, d'excuses ornées, ni de poids émotions dramatiques. Elle vient avec présence, avec une voix ferme et tranquille, avec un regard qui ne se détourne pas, mais qui n'impose pas non plus, avec des mots qui ne blessent pas, mais qui soutiennent. Marc Aurèle, dans ses méditations, disait que le véritable pouvoir est de maintenir l'âme imperturbable face aux exigences extérieures. Et c'est ce que fait la limite claire. Elle ne se laisse pas contaminer par l'urgence de l'autre. Elle observe, respire et répond de manière juste. Non par impulsion, mais par conscience. Bien sûr, en commençant à pratiquer ce type de refus doux, certains seront dérangés. Surtout ceux qui sont habitués à profiter de votre silence, de votre culpabilité, de votre disponibilité éternelle. Mais ce n'est pas une raison pour reculer. Au contraire, c'est un signe que vous redessinez les contours de votre présence dans le monde. Rejeter sans blesser est un exercice d'architecture intérieure. Vous redessinez les espaces de votre énergie. Vous réalisez qu'il n'est pas nécessaire d'être dur pour être ferme, ni froid pour être respecté. Qu'il est possible de rester gentil, même dans l'acte de refuser. Il y a une force presque invisible en celui qui sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, sans avoir besoin de crier. Cette personne n'impose pas, elle inspire, elle ne se justifie pas, elle s'exprime, elle ne se ferme pas, elle se préserve. Et cela a un effet curieux sur les relations. Cela commence à attirer des liens plus sains, des dialogues plus honnêtes, des échanges plus authentiques. Car là où il y a de la clarté, il y a du respect. Et là où il y a du respect, l'amour-propre fleurit. Un non bien posé vaut plus que 1000 oui dits par peur. C'est lui qui soutient la valeur de votre présence. Rejeter sans blesser, ce n'est pas convaincre l'autre que vous avez raison. C'est montrer que vous vous respectez assez pour ne pas vous perdre dans la volonté des autres. Et cela, curieusement, libère aussi celui qui entend le non. Car cela crée un champ de vérité, où chacun sait où il met les pieds, où il n'y a ni fausse promesse, ni rancune déguisée. C'est dans cet environnement que naît la confiance véritable.
celle qui ne dépend pas de l'accord, mais de l'authenticité. Cléante, disciple de Zénon de Cityon, affirmait que la vertu réside dans le juste milieu, entre la rigidité et la soumission, entre le cri et le silence. Et peut-être que la limite claire est ce juste milieu vivant. Dans la pratique, cela peut signifier apprendre à dire des phrases simples avec douceur et vérité, comme « Je comprends ton point de vue, mais pour le moment, je ne peux pas m'engager là-dedans » ou « J'aimerais aider, mais je dois donner la priorité à d'autres responsabilités ». Ce sont de petits gestes de présence consciente. Ils n'ont pas besoin d'être accompagnés de longues explications ou d'excuses inventées. Trop de justifications ouvrent souvent la porte à la négociation, à la manipulation émotionnelle. Mais un « non » clair, dit avec affection et fermeté, ferme la porte avec douceur. Et cela est libérateur. Et enfin, il est important de se rappeler que les plus grands maîtres de la sérénité n'étaient pas indifférents. Ils étaient entiers. Ils ne disaient pas oui à tout, ni ne se cachaient derrière des discours vides. Ils observaient, réfléchissaient, pesaient, et ensuite décidaient. Le non stoïque ne vient pas de la colère, mais de la paix. Il ne naît pas de la hâte, mais de la lucidité. C'est pourquoi il ne blesse pas, parce qu'il ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Il ne vise pas à gagner une dispute. Il délimite simplement où s'arrête votre espace et où commence celui de l'autre. Avec légèreté, avec élégance, avec vérité. Et peut-être, juste peut-être, réside là la véritable liberté, dans la capacité de refuser avec compassion, de protéger sans agresser, de rejeter sans perdre la tendresse. Une limite claire est, avant tout, une déclaration silencieuse de celui que vous avez décidé d'être et de ce que vous n'êtes plus disposé à porter. De Hulbeveuve, le prix de l'approbation, combien coûte être accepté? Il y a une facture invisible qui arrive chaque fois que quelqu'un paie son authenticité en petites doses d'applaudissements. Au début, le coût semble minime, un geste par-ci, une concession par-là, un « d'accord, je le fais », dit avec un sourire entraîné. Mais comme tout mauvais accord, les intérêts sont composés. Ils se présentent sous forme d'anxiété, de désorganisation mentale, de ressentiment silencieux, de l'impression constante de devoir quelque chose à tout le monde. Sénèque nous avertissait. Celui qui vit pour plaire aux autres devient l'esclave de beaucoup. Et l'esclavage émotionnel, c'est exactement cela. Travailler pour maintenir des approbations qui ne se stabilisent jamais, poursuivre un « aime-moi » qui demande toujours plus. L'approbation est une monnaie coûteuse, car elle n'est jamais suffisante. C'est comme de l'eau salée, plus vous en buvez, plus vous avez soif. Vous bouclez un cycle, répondez à une demande, satisfaites une attente, et une autre surgit, puis une autre, et encore une autre. L'ego des autres n'a pas de fond, et le vôtre, lorsqu'il est conditionné à l'acceptation extérieure, non plus. Le stoïcisme moderne nous rappelle ce qui est hors de notre contrôle ne peut pas être la base de nos choix. L'opinion des autres, aussi séduisante soit-elle, est une variable trop instable pour soutenir une vie de paix intérieure et de discipline mentale. Il y a aussi le coût du désapprentissage. Lorsque, pour être accepté, vous vous éloignez de votre propre axe, vous abandonnez vos préférences, vos intérêts, vos limites, et vous commencez à vous perdre. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Devient une question difficile à répondre, car le vouloir a été externalisé au regard des autres. Marc Aurèle appellerait cela un gâchis moral. Vivre comme si le but était entre les mains des autres. Et lorsque la boussole intérieure se démagnétise, n'importe quel chemin semble valable, même celui qui vous éloigne de votre centre, de votre concentration, de votre sérénité dans le travail et dans la vie. Le prix de l'approbation se manifeste aussi sous forme de fatigue sociale. Vous êtes toujours connecté, toujours disponible, toujours prêt à répondre. Et cela n'est pas seulement épuisant mentalement, c'est physiologiquement corrosif. Le corps ne fait pas la différence entre « je suis en danger réel » et « j'ai peur de déplaire ». Il réagit avec du stress, de la tension, un taux de cortisol élevé.
La solution à l'épuisement passe nécessairement par le rétablissement des limites, par réapprendre à votre système nerveux que dire non n'est pas une menace, c'est un soin. Que se préserver n'est pas de l'égoïsme, c'est une organisation mentale au service de la longévité émotionnelle. Un autre coup subtil, des relations inégales. Plus vous achetez l'acceptation avec des concessions, plus vous encouragez les autres à attendre cela de vous. Vous créez un marché interne où votre attention est bon marché et les demandes des autres sont coûteuses. Et lorsque vous décidez de réajuster le prix, lorsque vous essayez de dire non, lorsque vous essayez d'être ferme, beaucoup se révoltent. Non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous mettez fin à un avantage auquel ils étaient habitués. C'est à ce moment-là que le stoïcisme exige du courage. Le courage de supporter l'inconfort du changement et de rester fidèle à ce qui est juste pour votre propre âme. Épictète dirait « Si tu veux être aimé, aime-toi toi-même avec droiture ». Et pas l'amour romantique des phrases toutes faites, mais l'amour pratique, rationnel, discipliné, celui qui se traduit par des choix cohérents. Au lieu de chercher l'approbation, cherchez une direction. Au lieu d'essayer d'être accepté par tous, soyez accepté par votre propre conscience. La vertu stoïque ne se mesure pas en applaudissements, mais en sérénité. Et la sérénité naît lorsqu'il y a un alignement entre ce que vous pensez, ressentez et faites. Lorsque votre oui est entier, lorsque votre non est serein, il y a aussi un coup spirituel, oui, spirituel. Car au fond, vivre pour être accepté, c'est vivre dans la peur. Et une peur continue est une forme de déconnexion avec le sacré qui est en vous. Un esprit en alerte constante ne médite pas, ne contemple pas, ne s'organise pas intérieurement. Il éteint des incendies. Et un esprit en feu est un terrain hostile à la sagesse. La pensée positive stoïque, qui n'est pas une auto-illusion mais une lucidité active, ne s'épanouit que lorsque vous vous libérez de plaire comme stratégie de survie. Le courage d'être mal interprété parfois est le prix de la liberté intérieure. Concrètement, que faire? Tracer des limites écrites, lister ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez plus. Définissez des horaires de réponse, apprenez des phrases courtes et claires pour refuser des invitations sans drame. Cessez de trop vous justifier. Celui qui se justifie trop demande la permission d'être. Et vous n'avez pas besoin de demander la permission pour vous respecter. Créez des rituels de révision intérieure hebdomadaire. Qu'ai-je accepté qui m'a violenté? À quoi ai-je dit oui pour éviter une conversation honnête? Où me suis-je caché derrière un « je verrai plus tard » pour ne pas affronter ma propre peur? Cette introspection vaut plus que bien des conseils extérieurs. Le prix se paie aussi en silence. Le silence des choses que vous vouliez vraiment faire et que vous n'avez pas faites pour être accepté. Le livre que vous n'avez pas lu, la pause que vous n'avez pas prise, le projet que vous n'avez jamais commencé, le courage que vous avez reporté. Et chaque report coûte cher, car il affaiblit le muscle de la décision. L'état d'esprit de croissance, si aligné avec la vertu stoïque, exige de l'entraînement, du frottement, des essais, des erreurs. Vous ne pouvez pas grandir si vous êtes trop occupé à vouloir plaire. La croissance exige de ne pas convenir à certains endroits, et c'est très bien ainsi. L'approbation générale est un signe que vous êtes probablement trop petit pour vous-même. En fin de compte, la question est directe, presque déconcertante. Combien de votre vie êtes-vous prêt à vendre pour être accepté? Et surtout, accepté par qui exactement? Par des gens que vous admirez ou par des gens que vous craignez de décevoir? Le véritable succès, celui qui inclut la paix intérieure, la force mentale, la maîtrise émotionnelle, a un coût différent. Il exige le détachement des applaudissements, la maturité émotionnelle et un engagement radical envers la vérité. La vérité de ce que vous ressentez, de ce que vous pouvez supporter, de ce que vous voulez construire. Et c'est ici que commence à se former le pont vers l'étape suivante. Si le prix de l'approbation est si élevé, peut-être est-il temps de refuser avec courage, pas par orgueil, pas par rébellion,
mais comme un acte d'amour-propre rationnel, le thème de notre prochain sujet. Liebe, refuser avec courage, un acte d'amour-propre rationnel. Refuser est un verbe qui effraie encore beaucoup de gens. Le mot semble chargé de dureté, comme si refuser quelque chose était automatiquement blesser quelqu'un. Mais refuser, lorsqu'on le fait avec conscience, est en réalité un geste raffiné d'amour-propre. Pas cet amour égoïste, gonflé ou théâtral, mais l'amour rationnel, celui qui comprend que protéger sa propre énergie n'est pas s'éloigner du monde, mais s'y positionner. Zénon de Cityon, le père du stoïcisme, dirait que le sage est celui qui agit selon la raison. Et la raison, souvent, nous demande du courage pour dire non, même lorsque l'émotion veut céder. Le courage, ici, n'est pas de crier, de taper du pied, ni d'endurcir le regard. Le courage, c'est rester ferme dans la sérénité, même face à l'inconfort de l'autre. C'est entendre la frustration de l'autre sans l'absorber comme une culpabilité. C'est comprendre que tous les « non » ne seront pas acceptés avec maturité, mais qu'il faut quand même les dire. Car refuser avec courage est, avant tout, un engagement envers sa propre intégrité. Un « oui » forcé, dit pour plaire ou éviter la tension, laisse toujours des traces, dans l'esprit, dans la santé, dans la routine. Le corps le ressent, l'âme le réclame, et le silence intérieur se brise avec des bruits subtils d'auto-abandon. Certains confondent courage et rigidité, mais ce sont des opposés. La rigidité est inflexible, tendue, déconnectée. Le vrai courage est conscient, lucide, flexible à l'intérieur. C'est comme un guerrier silencieux qui choisit ses batailles non par vanité, mais par nécessité. Dire non, dans ces cas, c'est comme ériger une barrière invisible autour de sa propre paix intérieure. Et cela demande de l'entraînement. Cela exige de briser le conditionnement de dire oui, pour être aimé, accepté, validé. Cela exige surtout de comprendre que votre énergie est une ressource sacrée et qu'être stoïque, c'est, à bien des égards, apprendre à ne pas la gaspiller. Refuser avec courage, c'est dire « je m'aime assez pour me préserver ». Et cela change tout. Cela change la façon dont vous vous reliez aux autres, dont vous planifiez vos journées, dont vous choisissez où être et avec qui être. Sénèque disait que le temps est la seule chose qui, une fois donnée, ne se récupère jamais. Et au fond, refuser, c'est choisir où votre temps, votre vie sera investie. Quand vous dites non, vous dites oui à d'autres choses, à votre santé mentale, à votre repos, à votre productivité, à votre silence nécessaire. Ce n'est pas un rejet de l'autre, c'est un choix pour vous-même. Au début, il est courant que la peur se manifeste. Peur de décevoir, de perdre des liens, de sembler insensible. Mais l'expérience montre que lorsque le non vient avec clarté et légèreté, il n'éloigne pas, il éduque. Il éduque l'autre sur vos limites, sur votre vision du monde, sur la valeur que vous donnez à votre paix. Et curieusement, il inspire aussi. Car l'autre commence à comprendre qu'il est possible de se positionner avec respect, qu'il est possible de ne pas être d'accord sans se disputer, qu'il est possible, enfin, de vivre avec fermeté tout en gardant le cœur ouvert. Refuser avec courage est aussi un acte préventif contre l'épuisement. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé submergé par des promesses faites automatiquement? Combien de fois avez-vous accepté plus que vous ne pouviez, juste pour éviter l'inconfort? Et ensuite, vous vous êtes retrouvé prisonnier de nuits sans sommeil, de retards accumulés, de culpabilités qui n'étaient pas les vôtres. Dire non au bon moment est un geste d'organisation mentale. C'est une façon de gérer vos propres ressources, d'éviter que le stress ne s'intensifie jusqu'à devenir une crise. La sérénité au travail, par exemple, naît souvent de ces petits « non » que vous avez eu le courage d'exprimer avec calme. Et si quelqu'un s'éloigne parce que vous commencez à vous positionner, peut-être que cette personne n'a jamais vraiment été là. Peut-être était-elle intéressée par celui que vous prétendiez être, pas par celui que vous êtes. C'est un filtre que le non courageux active. Il sépare les liens véritables des liens dépendants.
Il révèle qui est avec vous par affinité et qui est là uniquement pour le bénéfice. Et ce tri fait mal, oui, mais il libère aussi. Il libère de l'obligation de maintenir des relations insoutenables, de continuer des histoires qui n'ont plus de sens. Il libère du masque du gentil chronique. Il libère de la peur d'être soi. Dans les enseignements stoïques, il y a une notion magnifique de liberté intérieure. C'est l'état d'esprit de celui qui n'est esclave ni des opinions des autres, ni de ses propres impulsions. Refuser avec courage, c'est cet état en mouvement. C'est dire non sans avoir besoin de durcir le visage, sans élever le ton, sans vouloir convaincre personne. C'est simplement déclarer « cela ne me convient pas en ce moment ». Et ensuite, avancer en paix. Cette paix, qui ne dépend pas de la compréhension des autres, est l'un des fruits les plus doux de la maturité émotionnelle. Le non dit avec un amour-propre rationnel n'a pas besoin d'explications longues, ni d'excuses. Il est simple, direct et calme. Il résonne comme une cloche qui annonce des limites sans agresser. Et plus vous pratiquez, plus vous réalisez qu'il ne s'agit pas d'éloignement, mais d'alignement. Vous commencez à vous retrouver dans chaque refus qui autrefois était de la peur. Vous commencez à vous écouter davantage, à vous reposer davantage, à créer davantage. Et cela génère un changement qui contagie. Vous inspirez les autres à faire de même. Car le courage est contagieux et l'amour-propre, lorsqu'il est rationnel, transforme non seulement vous, mais aussi l'environnement autour de vous. Et c'est sur ce chemin que surgit la prochaine question. Comment refuser avec fermeté, mais aussi avec sérénité? Comment maintenir le calme, le respect, et tout de même poser clairement votre limite? La réponse réside au cœur du prochain sujet. Le non stoïque. Ferme, calme et sans drame. Hugues cœur. Le non stoïque. Ferme, calme et sans drame. Il y a une beauté silencieuse chez celui qui sait dire non sans élever la voix. Une force invisible qui se perçoit non dans un ton dur, mais dans l'absence de tension. Le non stoïque n'est pas un acte explosif, ni un geste brusque, ni une réaction émotionnelle. C'est une décision consciente, délibérée, sans hâte, sans justifications excessives, et surtout sans le besoin de vaincre l'autre. Marc Aurèle disait que nous devons maintenir l'âme en équilibre face aux demandes extérieures, et c'est exactement cela. Le non calme est le reflet d'une âme qui a appris à ne pas se troubler. Dire non de manière stoïque, c'est comme fermer une porte avec soin, pas avec colère. C'est ne pas dramatiser, ne pas théâtraliser, ne pas faire du refus une scène. C'est simplement informer avec sérénité de sa propre limite. Et cela, en soi, est révolutionnaire. Nous vivons à une époque où tout est urgent, où la réponse rapide est confondue avec l'efficacité, où le oui automatique est un signe de collaboration. Mais le stoïque ne collabore pas avec le chaos. Il collabore avec ce qui est juste, ce qui a du sens, ce qui préserve son organisation mentale et sa paix intérieure. Le non stoïque naît d'un esprit organisé et d'une émotion maîtrisée, non pas réprimée, mais comprise. C'est lorsque vous reconnaissez que votre première réaction peut être de la peur, de la culpabilité ou une impulsion, mais que vous choisissez quand même le calme comme réponse. Épictète nous enseignait que le véritable pouvoir réside dans le choix de notre attitude face aux événements. Et refuser avec tranquillité, c'est exactement cela. Ne pas permettre que la demande de l'autre dicte votre conduite. C'est respirer profondément, évaluer la réalité et ensuite se positionner, sans drame, sans défensive, sans culpabilité. Un non dit avec colère en dit plus sur le manque de contrôle que sur les limites. Un non dit avec froideur peut devenir un mur, pas un pont. Mais le non stoïque est un pont vers la connaissance de soi. Il vous connecte à votre vérité et à la réalité de l'autre. Il est ferme comme le roc, mais fluide comme le fleuve qui contourne les obstacles. Cette fermeté tranquille, presque minimaliste, est ce qui distingue la limite émotionnelle de la limite spirituelle.
car il ne s'agit pas d'éloigner l'autre, mais de se rapprocher de soi. Il ne s'agit pas de mettre fin à une conversation, mais de mettre fin à un cycle d'auto-abandon. Dans la pratique, le non stoïque peut s'exprimer par des phrases simples, sans détour. « Aujourd'hui, je ne peux pas » ou « je préfère ne pas m'engager là-dedans » ou encore « cette décision ne me met pas à l'aise ». Aucune de ces phrases n'a besoin d'être criée, aucune n'a besoin d'être expliquée en détail. Elles affirment simplement la limite, sans effort. Et plus vous pratiquez ce type de communication, plus vous découvrez le pouvoir de l'économie des mots. Car la clarté a son propre poids. Elle occupe l'espace avec dignité et dispense de l'anxiété de devoir convaincre. L'absence de drame protège aussi les relations. Car lorsque vous apprenez à dire non avec respect et fermeté, les gens commencent à vous faire davantage confiance. Ils savent que votre oui est sincère et votre non est juste. Ils savent que vous n'agissez ni par impulsion ni par commodité. Et cela apporte de la stabilité. Le non stoïque construit le respect. Il organise les liens. Il montre que votre présence est précieuse, justement parce qu'elle n'est pas automatique. Et cela, au fond, est une manière d'éduquer l'environnement autour de vous, avec silence, avec posture, avec exemple. Il y a aussi un aspect énergétique dans le non stoïque. Quand vous dites oui par peur, votre énergie se disperse. Quand vous dites non avec fermeté, elle se concentre. Et cette énergie concentrée devient du focus, de la créativité, de la direction. La discipline mentale se renforce, la clarté augmente. La productivité cesse d'être frénétique et devient intentionnelle. C'est ce que les anciens stoïques appelaient eudaimonia, une vie en harmonie avec sa propre nature. Refuser avec calme, c'est s'aligner sur ce flux intérieur qui ne se laisse pas perturber par les attentes extérieures. Rejeter sans drame évite aussi les malentendus, car l'exagération émotionnelle tend à déformer le contenu du message. Un non crié peut ressembler à du mépris. Un non anxieux peut sembler être une manipulation. Mais un non tranquille est difficile à mal interpréter. Il communique exactement ce qu'il doit communiquer, sans bruit, et curieusement, moins vous dramatisez votre refus, moins vous laissez d'espace à l'autre pour dramatiser sa réaction. Vous offrez, sans le savoir, une invitation à la maturité. La force mentale du non stoïque vient de la maîtrise de soi, cette vertu si négligée mais si nécessaire. Dire non, dans ce cadre, c'est rester fidèle à votre propre plan de vie, à votre système de priorités, à votre philosophie d'existence. C'est ne pas laisser l'excès du monde entrer par la porte de votre esprit. C'est protéger votre routine, votre sommeil, votre temps, votre santé mentale. Car si l'esprit se désorganise, le monde entier perd son focus. Le non calme, donc, est plus qu'une réponse. C'est une fondation invisible pour la vie que vous essayez de construire. Et c'est cette fondation qui soutient ce qui viendra ensuite. Car même lorsque l'autre est dérangé par votre limite, il y a quelque chose que vous devez apprendre. Vous n'êtes pas responsable de l'inconfort que les autres ressentent lorsqu'ils rencontrent vos frontières. C'est le chemin du prochain sujet. Accepter l'inconfort des autres sans en porter le poids. Début l'ulcef. Accepter l'inconfort des autres sans en porter le poids. Tous les mal-être ne doivent pas être résolus. Toutes les mines renfrognées ne sont pas des demandes d'excuses. Et tous les inconforts des autres ne sont pas de votre responsabilité. C'est une leçon qui fait mal, mais qui libère. Car nous grandissons en pensant que nous sommes responsables de l'humeur des autres, de l'ambiance, de l'harmonie à tout prix. Et avec cela, nous portons des poids qui ne sont pas les nôtres. Chaque fois que vous dites non avec fermeté et que l'autre réagit avec de l'inconfort, une culpabilité silencieuse naît en vous. Mais le stoïcisme nous rappelle ce qui n'est pas sous notre contrôle, comme les émotions des autres, ne doit pas dominer nos choix. Il faut apprendre à supporter l'inconfort que l'autre ressent sans l'internaliser comme une faute de votre part. Vous pouvez être gentil, clair, empathique, mais cela ne signifie pas devenir un réceptacle de la souffrance des autres.
Sénèque parlait de l'importance de ne pas se laisser contaminer par les humeurs du monde. Et cela vaut aussi pour les réactions des personnes proches. Quand quelqu'un est frustré par votre limite, par votre refus, par votre silence, c'est une opportunité de croissance pour lui, pas une dette que vous devez payer. Une limite saine est une leçon, même si elle est inconfortable. Il y a quelque chose de profondément libérateur à comprendre que la maturité émotionnelle inclut de tolérer l'inconfort, le vôtre comme celui des autres. Vous pouvez voir l'autre boudeur, contrarié, déçu, et pourtant maintenir votre décision. Pas par orgueil, pas par froideur, mais par clarté, par respect pour votre processus, par fidélité à votre conscience. La sagesse stoïque nous enseigne qu'il ne s'agit pas d'endurcir le cœur, mais de fortifier l'esprit. Accepter l'inconfort de l'autre n'est pas être indifférent, c'est avoir confiance que chacun a son propre chemin d'assimilation et que vous n'avez pas à l'accélérer pour vous sentir accepté. Porter l'inconfort des autres, c'est comme essayer de sécher le visage de quelqu'un avec votre propre serviette mouillée. À la fin, vous êtes trempé et l'autre reste humide. L'inconfort, lorsqu'il est bien vécu, est transformateur. Et en essayant de l'atténuer pour ne pas affronter la culpabilité ou le rejet, vous privez l'autre de son propre processus d'apprentissage. C'est comme retirer la chrysalide à la chenille avant l'heure. Elle ne volera pas. Parfois, le cadeau le plus généreux que vous puissiez offrir à quelqu'un est votre respect pour ce qu'il doit affronter, même si cela inclut votre refus. C'est ici que la force mentale devient essentielle, car l'impulsion de réparer, de plaire, de remédier est forte. Elle est enracinée dans des années de conditionnement. Mais le stoïque observe cette impulsion, respire avec elle et la laisse passer. Il ne réagit pas, il répond. Et la réponse vient du silence intérieur, de cette pause où il se demande « Est-ce à moi ?» Si c'est le cas, il assume avec courage. Sinon, il rend avec respect. Cette distinction entre empathie et absorption est ce qui sauve l'âme de l'épuisement et l'esprit de la confusion. Et oui, il y aura des jours où vous vous sentirez cruel, où vous verrez l'autre abattu et penserez « Ai-je été trop dur ?» Mais avec le temps, vous réaliserez que celui qui s'offense de votre limite n'était pas intéressé par une relation. Il était intéressé par le contrôle. Celui qui vous aime vraiment apprend de votre non. Il peut être gêné au début, mais il mûrit. Tandis que celui qui vous manipule exige que vous reveniez en arrière. Et là, vous devez décider. Allez-vous sacrifier votre paix pour que l'autre soit à l'aise ou allez-vous maintenir votre limite avec une compassion ferme? Accepter l'inconfort de l'autre est, paradoxalement, l'une des formes les plus puissantes d'aimer. Car c'est un amour qui respecte, qui fait confiance, qui ne cherche pas à protéger l'autre de sa propre douleur, mais qui marche à ses côtés avec présence et vérité. Vous n'avez pas besoin d'anesthésier qui que ce soit avec de fausses concessions. Ce n'est pas du soin, c'est de la carence déguisée. Le véritable soin, c'est « je te respecte tellement que je ne vais pas mentir. Je ne vais pas m'annuler. Je ne vais pas prétendre que je peux quand je ne peux pas. Mais je serai là, même si tu es irrité, même si tu ne comprends pas encore. » Ce type de positionnement a un effet secondaire puissant. Il nettoie. Il nettoie les relations fragiles, les liens conditionnels, les attaches basées sur le contrôle émotionnel. Et ce nettoyage peut faire mal, bien sûr. Mais c'est lui qui ouvre l'espace pour des connexions plus conscientes, plus intègres. Des connexions qui respectent le silence, la pause, le temps de chacun, qui n'exigent pas d'explication pour chaque limite, ni de preuve pour chaque affection. C'est le type de maturité que les stoïques appelaient ataraxie, un état de calme inébranlable, conquis à travers la lucidité. Ne confondez pas cela avec de la froideur. Le stoïque ressent, et ressent profondément. Mais il ne se noie pas dans les émotions des autres. Il n'essaie pas d'éteindre l'incendie de la frustration des autres avec son eau vitale. Il observe, comprend et se maintient. Et ce maintien est un acte de courage. C'est dire « j'accepte que tu sois mal à l'aise.
et je reste ici, entier. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intégrité. C'est mettre chaque poids à sa place, le vôtre sur vos épaules, celui de l'autre dans ses bras. Et c'est avec ce type de clarté que vous pouvez avancer au niveau suivant. Car, en cessant de porter ce qui n'est pas à vous, vous commencez à préserver ce qui compte vraiment, votre espace intérieur. Et c'est de cela dont nous allons parler maintenant. Refuser pour préserver la philosophie de l'espace sacré. Refuser pour préserver la philosophie de l'espace sacré. Tous les non ne sont pas des négations. Parfois, c'est une protection. Un soin silencieux pour ce qui ne se voit pas, mais qui soutient tout, votre espace intérieur. Ce territoire intime où résident vos valeurs, vos principes, votre santé mentale, votre rythme, votre respiration. Et ce que beaucoup n'ont pas encore compris, c'est que cet espace est sacré. Sacré non pas dans un sens religieux, mais dans un sens inviolable. Le stoïque sait, préserver cet espace est un devoir quotidien. Car sans lui, il n'y a pas de clarté. Sans lui, il n'y a pas de présence. Sans lui, vous commencez à exister uniquement pour le monde extérieur et plus pour vous-même. Refuser donc est un geste de révérence. Vous dites non, non par froideur, non par indifférence, mais parce que vous savez ce que vous devez protéger. Et protéger votre espace sacré n'est pas de l'égoïsme, c'est une stratégie spirituelle. C'est la sagesse stoïque appliquée à la vie quotidienne. Chrysippe, maître de la logique stoïque, soutenait que le bien doit être cultivé dans l'âme avant d'être offert au monde. Et comment offrir de la paix si vous vivez une guerre intérieure? Comment soutenir l'autre si vous vous soutenez à peine? Le refus, lorsqu'il vient de cette conscience, n'est pas dur, il est propre. Il ne divise pas, il délimite. Et en délimitant, il affirme, ici, à l'intérieur, réside quelque chose de précieux, et je ne vais pas le sacrifier pour plaire. Préserver l'espace sacré exige du discernement. Il ne s'agit pas de tout refuser, ni de s'enfermer dans une bulle. Il s'agit de savoir quand une demande envahit, quand une invitation désorganise, quand une exigence blesse votre intégrité. Et là, avec sérénité, vous refusez. Car dire oui, dans ce cas, serait violer un accord que vous avez avec vous-même. Un accord de paix, de clarté, de cohérence. Marc Aurèle disait que l'âme se contamine lorsqu'elle se rend à ce qu'elle sait être faux. Et ce faux, souvent, est subtil. C'est un oui donné par peur, c'est une agenda rempli par vanité, c'est une faveur faite par culpabilité. L'espace sacré, c'est aussi du temps. C'est ce moment où vous avez besoin d'être seul, de méditer, de marcher en silence. C'est le droit de ne pas répondre immédiatement, de ne pas se justifier, de ne pas participer. Et cela, dans le monde de l'hyperconnexion, semble presque un péché. Mais le stoïque moderne revendique ce droit avec fermeté. Il sait que ce temps de respiration n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est dans cet espace que naissent les bonnes décisions, les pensées alignées, les réponses calmes. Celui qui ne préserve pas son propre temps devient otage de l'urgence des autres. Et il y a aussi l'espace physique, bien sûr, l'environnement que vous habitez, la maison qui reflète votre esprit, l'endroit où vous vous reposez. Toutes les invitations ne méritent pas d'entrer, toutes les énergies ne méritent pas de s'installer. Refuser peut être simplement dire « pas aujourd'hui » ou « je préfère rester dans mon coin ». Et ce coin n'a pas besoin d'être expliqué. Il est légitime en soi. Il est la manifestation extérieure d'une organisation intérieure. Et plus vous respectez cet espace, plus il vous protège, plus il vous guérit, plus il vous ancre dans ce qui compte vraiment. Il est curieux de voir combien de personnes ne découvrent cet espace qu'après l'avoir perdu. Lorsqu'elles sont en burn-out, en épuisement chronique, en effondrement émotionnel. L'âme, dans ces cas, crie ce que le corps ne peut plus taire. C'est pourquoi le véritable stoïque n'attend pas l'effondrement. Il observe les signaux. Il remarque quand le silence lui manque. Quand l'agenda déborde, quand le cœur dit « par pitié, écoute-moi »,
Et il écoute, et il refuse, pas pour s'isoler mais pour se régénérer, pour rester ferme, pour rester lucide. La philosophie de l'espace sacré implique aussi d'apprendre aux autres à le respecter. Car à quoi bon cultiver cet espace si vous êtes entouré d'invasions? Il faut communiquer clairement. Cela, je ne l'accepte pas. Cela ne me convient pas. Cette limite ne sera pas franchie. Et bien sûr, restez fidèle à ces mots lorsqu'ils sont testés, car ils le seront. Mais c'est dans ce test que vous consolidez la fondation de votre calme intérieur. Ce n'est pas une guerre, c'est simplement un choix entre le chaos et la paix, entre la hâte et le silence, entre plaire et rester entier. Refuser pour préserver est un acte de foi. Foi en votre énergie, en votre intuition, en votre propre valeur. C'est dire au monde « je suis suffisant », même quand je ne réponds pas. C'est affirmer « je peux être aimé », même quand je dis non. Et cette foi change tout. Elle change votre regard, votre posture, votre fréquence. Car vous cessez de vivre pour les autres et commencez à vivre avec les autres, sans vous perdre. Et c'est à ce moment-là que la présence devient réelle, que le lien devient libre, que la vie redevient vôtre. En fin de compte, l'espace sacré est l'endroit où réside votre essence. Et chaque non conscient que vous dites est comme verrouiller une porte invisible qui vous protège. C'est comme allumer une bougie sur l'autel de votre paix intérieure. C'est comme réaffirmer chaque jour « Je ne suis pas ici pour m'épuiser. Je suis ici pour vivre avec un but, avec clarté et avec sérénité. » Et cela n'exige pas la perfection. Cela exige de la pratique quotidienne de se choisir, même lorsque les autres ne comprennent pas, même lorsque cela fait mal. Et peut-être, dans ce processus, découvrirez-vous que dire non n'a jamais été une question d'éloignement. C'était une question de rapprochement. Un rapprochement de soi. Un rapprochement de la vie qui a du sens. Et alors, comme l'enseignaient les anciens, vous réaliserez qu'il n'y a pas de liberté plus grande que celle de vivre selon votre nature, avec courage, avec des limites et avec une âme légère. De jeu. Maintenant, à vous de jouer. Maintenant que vous avez parcouru ce voyage stoïque de conscience, de courage et de clarté, une question inévitable se pose. Combien de oui allez-vous encore donner avant de vous dire oui à vous-même? Combien de fois allez-vous encore vous abandonner pour maintenir le confort des autres? La vie passe silencieusement pendant que nous nous cachons derrière le mot « disponible ». Mais il est temps de changer la donne. Commencez petit. Un non par jour transforme déjà votre histoire. Un non dit avec calme réorganise votre esprit. Un non dit avec amour propre ouvre l'espace pour ce qui compte vraiment. La philosophie stoïque n'est pas une théorie lointaine, c'est une pratique quotidienne. Et aujourd'hui, cette pratique commence avec vous. Si ce contenu a touché votre âme, laissez un commentaire avec. À partir d'aujourd'hui, mon nom sera sacré. Les deux, partagez également avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un lien vers un e-book qui vous aidera encore plus dans ce voyage de force mentale, de maîtrise de soi et de paix intérieure. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et continuez à marcher avec nous. Ici, vous apprenez à dire oui à ce qui compte et non à ce qui vous détruit.